Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Paul Dickson regarde la femme dont il a tant de fois dessiné ou peint le visage, la femme qu'il a cru ne jamais revoir. Erin, la femme qu'il aurait tellement voulu épouser et qui, voici 3 ans, s'est mariée avec un autre. Elle se tient dans l'encadrement de la porte, sur le seuil de ce qui constitue à la fois son appartement et son atelier. Dans sa petite robe bleu marine, ornée d'un simple rang de perles, elle paraît toute menue et très effrayée. Elle a toujours ses longs cheveux roux, mais elle est complètement décoiffée. Dans les grands yeux verts qui le regardent sans ciller, Paul lit la peur, ainsi qu'un autre sentiment qu'il ne parvient pas à déchiffrer. Comme il reste immobile à la considérer, il ressent ce serrement de cœur, cette douloureuse impression de vide au creux de l'estomac, cette faiblesse soudaine dans les jambes, autant de symptômes familiers attestant que son amour pour Erin n'a nullement faibli. Immobile, il la caresse du regard. Elle a changé en 3 ans. Quelques rides douloureuses ont surgi au coin des yeux. La bouche rieuse a maintenant un pli amer, désabusé. Mais pour lui, elle reste toujours aussi belle. « Paul !» dit-elle d'une voix implorante. Au bout des bras qui pendent avec raideur à ses côtés, les mains tremblent. Paul force ses pieds à bouger et s'efface pour la laisser entrer. Elle passe lentement devant lui, à la façon d'un robot, très droite et la tête haute. Elle gagne directement le divan qui se trouve à l'autre extrémité de la pièce et s'y assoit, les jambes rapprochées, les mains nouées sur les genoux, comme une petite fille bien élevée. Paul referme la porte en écoutant son cœur battre à grands coups dans sa poitrine. Puis, il traverse la pièce à son tour pour s'immobiliser près de sa visiteuse. Il essuie machinalement contre sa blouse ses mains tachées de peinture. Il a tant de choses à lui dire. Sa solitude, combien l'existence lui paraît vide depuis qu'elle a rompu leur fiançailles, depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Il brûle de s'asseoir à côté d'elle, de la prendre dans ses bras, en lui murmurant de tendres paroles de réconfort. Mais il ouvre la bouche et peut seulement prononcer « Pourquoi es-tu venu, Erin? Pourquoi? Après si longtemps. »« Paul, tu es mon seul refuge. »« Refuge? Tu parais bouleversé. Que se passe-t-il, Erin? »« C'est Larry. »« Larry, » pense Dickson. « Larry Garrett. » Le mari d'Erin, l'homme qui a détruit leur entente, l'homme qui, par sa faconde et ses cajoleries, a fini par détourner Erin de se marier avec lui, Paul Dickson, ce pauvre petit artiste sans avenir, sur rien du tout, comme il disait. Larry Garrett, lui, était un homme riche. Il avait une immense situation, occupait une position éminente. Larry Garrett, le beau promoteur immobilier, le politicien d'avenir, le suave, amoral et calculateur Larry Garrett, qui, d'une façon ou d'une autre, parvenait toujours à ses fins. Paul a la gorge sèche. Alors, qu'y a-t-il? Les lèvres d'Erin se mettent à trembler. Paul voit les larmes emplir ses yeux verts, rouler sur ses joues, tandis qu'elle demeure raide comme figée. « Paul, »
énonce-t-elle enfin. Paul, Larry est mort. Le silence se referme sur la pièce. Même la pendule au-dessus de la cheminée paraît suspendre son tic-tac. Paul, toujours immobile, regarde fixement les larmes qui ruissellent sur le beau visage d'Erin. « Comment? Que dis-tu? » « C'est la vérité, Paul. Larry est mort. Je l'ai tué. » « Tué? Erin, qu'est-ce que... » « Nous nous sommes disputés. C'était terrible, Paul. Nous en sommes venus aux mains. Je l'ai frappé. Je m'étais emparé du gros tisonnier de la cheminée dans la bibliothèque. Et je l'ai frappé. Je l'ai tué, Paul. »« Pourquoi ?» demande machinalement ce dernier. « Pourquoi ?» Depuis mon mariage avec Larry, ma vie n'a été qu'un cauchemar, Paul. Quand je t'ai quitté, je croyais bien le connaître. Je croyais l'aimer. Mais j'étais incroyablement naïve, aveugle. Je me trompais du tout au tout. C'était un homme brutal et sans cœur. Il ne m'aimait pas. Il voulait seulement m'avoir à lui pour m'exhiber de manière à rehausser son prestige et faciliter ses ambitions. Et puis il y a eu d'autres femmes, une succession ininterrompue d'autres femmes. Il me parlait d'elles, me donnait des détails. Je ne pouvais plus l'endurer, Paul. Et pourquoi ne l'as-tu pas quitté? Mais j'ai voulu le faire. Presque dès le début. Mais il refusait de consentir au divorce. Il me menaçait. Il disait qu'il me tuerait si jamais j'essayais de le quitter. Pourtant, tu m'avais averti, Paul. Tu l'avais immédiatement percé à jour et tu m'avais mis en garde. Je le sais bien. Qu'est-ce que je dois faire, Paul? Je ne sais pas, Erin. J'ai peur d'appeler la police. Et pourquoi? Tu peux expliquer qu'il s'agissait d'un cas de légitime défense, Erin. Mais non, Paul, pas vraiment. Et puis ils s'en rendront compte. Je ne sais pas bien mentir. Ils auront au fait de m'obliger à dire la vérité. Et alors ils me mettront en prison. Je ne pourrai pas le supporter. Tous ces barreaux, ces portes verrouillées, ce sera comme si je vivais toujours avec Larry. Oh, Paul, j'ai si peur, si peur. Erin semble sur le point de défaillir. Paul Dickson s'assoit à côté d'elle, la prend dans ses bras. Elle se laisse aller contre lui en sanglotant désespérément. Je souhaitais tant me libérer de lui. Maintenant, je ne serai plus jamais libre. Même mort, il... Elle s'interrompt et son expression change. Paul, aide-moi, je t'en supplie. Viens à mon secours. Mais que puis-je faire, Erin? Tu sais bien que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, mais que puis-je faire? Je ne veux pas aller en prison, Paul. J'en mourrai. Si on me met en prison, je vais mourir. Sa peur, son désespoir s'exhale d'elle avec force, et tandis qu'il la tient ainsi dans ses bras, Paul est lui-même en proie à un grand tourment intérieur. Cette peur qu'Erin a d'une prison encore plus terrible que celle où Larry Garrett l'a murée est comme un cancer qui la ronge. Paul se révolte à l'idée qu'elle doive endurer cela, et pourtant, il n'y a rien qu'il puisse faire. À moins qu'il se trompe. Mais oui, bien sûr, il y a une chose qu'il peut faire, c'est se sacrifier pour la sauver. Sans elle, il n'est rien. Les 3 années qui viennent de s'écouler lui ont paru complètement vides, comme mortes. Et l'avenir qui l'attend n'apportera guère de changement. Paul ne craint pas la prison et la peine de mort vient d'être abolie dans l'État où il réside. Il pourra plaider l'homicide involontaire et s'en tirera avec une peine légère. Quand il sortira de prison d'ici quelques années, il aura au moins l'espoir qui lui était dénié ces 3 dernières années. Il aura au moins l'espoir que par reconnaissance, peut-être même par amour, Erin accepte enfin de devenir sa femme. Paul Dickson vient de comprendre que c'est là son devoir. Il doit faire cela pour Erin et pour lui-même. Elle la regarde, écarte doucement la mèche rousse tombée sur le beau front, puis il lui prend tendrement le menton et oblige la jeune femme à relever la tête. « Erin, écoute-moi bien. Ça va s'arranger. Tout va s'arranger. Écoute bien ce que je vais te dire.
Je vais sortir et je te demande d'attendre une demi-heure au moins avant de partir d'ici. À ce moment-là, tu monteras dans ta voiture et tu rentreras directement chez toi. Entendu ? Quel est donc le plan de Paul ? Pense-t-il vraiment pouvoir sauver Erin ? Vous le saurez d'ici quelques instants. Par un bel après-midi de printemps, Paul Dickson, un artiste peintre, a la surprise de voir surgir son ancienne fiancée dans l'appartement qui lui tient lieu d'atelier. Erin, la jeune femme, est bouleversée. Paul, qui l'aime toujours éperdument, alors qu'elle l'a quitté 3 ans plus tôt pour épouser Larry Garrett, tente de la consoler. Erin vient de tuer son mari. Elle a peur d'aller en prison, elle est désespérée. Paul réfléchit un moment, et soudain surgit l'idée. Pour sauver Erin, il va se charger du crime à sa place et gagner ainsi son amour. Il lui explique qu'il va sortir et il lui demande d'attendre une demi-heure au moins avant de rentrer directement chez elle. Erin lève sur son compagnon un regard effaré. « Rentrer chez moi, Paul? Mais je ne peux pas. »« Si, tu le peux, Erin. Allez, promets-moi de faire tout ce que je te demande. »« Mais où vas-tu aller, Paul ?»« Fais-moi confiance, Erin. Je te demande de me faire confiance. Promets-moi que tu attendras une demi-heure avant de partir à ton tour et que tu rentreras directement chez toi. » Erin acquiesce en silence. Paul se lève alors et, avec un sourire rassurant, retire sa blouse, enfile une veste de sport et quitte l'appartement. Il sort sa voiture du garage, puis roule à travers la ville d'une façon presque machinale. Il pense à ce qu'il va dire à la police. Garrett et moi avons eu une altercation. Je savais qu'il maltraitait Erin et j'étais venu lui en parler. Je lui ai demandé de consentir au divorce. Le ton a monté très vite, nous avons eu des mots, au point que, saisissant le tisonnier qui était devant la cheminée, je l'en ai frappé. Et voilà, je l'ai tué. Il demeure possible qu'en dépit de la peur que lui inspire la prison, Erin veuille rétablir les faits en racontant la vérité, mais ce sera trop tard. La police sera déjà convaincue que Paul étant son amant, elle cherche à le protéger, et non le contraire. C'est lui qu'on croira. Ainsi, Erin sera libre, et lui, Paul, pourra de nouveau espérer. Paul Dickson arrive chez les Garrett une vingtaine de minutes plus tard. Ils habitent à Beechwood, un quartier résidentiel niché au pied des collines qui s'élèvent au nord de la ville. Dotée de 2 étages, la maison est luxueusement conçue et le jardin, œuvre d'un architecte paysagiste, tout simplement superbe. Dickson gare sa voiture sous le porche devant la porte principale. Après avoir mis pied à terre, il hésite. « La bibliothèque », a dit Erin. Il ne lui faut que quelques minutes pour la trouver, car la porte-fenêtre est grande ouverte. Paul respire profondément et s'aventure à l'intérieur. C'est une vaste pièce. L'immense cheminée lui fait face, avec son âtre de pierre granitée, son manteau de bois sombre et luisant. Le mobilier est ancien. Tapissé de cuir, il devrait donner une impression de confort et de détente, mais l'ambiance est sombre, froide et hostile. Paul s'avance de quelques pas tout en regardant autour de lui. Un pli creuse son fond. Soudain, il entend du bruit. Il se retourne aussitôt. Seigneur, s'agit-il d'un fantôme ? Debout sur le seuil de la porte de gauche, un homme presse une serviette tachée de sang contre sa joue. Son visage crispé indique qu'il souffre. C'est Larry Garrett. Paul demeure comme pétrifié sur place. Sa première réaction est bien évidemment le soulagement. Garrett n'est pas mort, Erin ne l'a pas tué. Garrett relève la tête et découvre Paul Dickson.
Ça, par exemple. Paul Dickson, qu'est-ce que vous foutez ici? Paul ne sait que répondre. En effet, que dire à un homme qu'on s'attendait à trouver mort? Il se contente de secouer vaguement la tête. Garrett se dirige vers un fauteuil voisin de la cheminée et s'y laisse tomber en grimaçant de douleur lorsque sa nuque touche le capitonnage. Cet homme de forte stature a été un athlète dans sa jeunesse. À présent, il a du ventre et il a le visage bouffi. Paul l'imagine un instant en compagnie d'Erin et chasse vite cette pensée avec dégoût. « Bon Dieu, mais comment êtes-vous entré ici ?» demande Garrett qui l'observe à présent. « Par la porte-fenêtre, je l'ai trouvée ouverte. »« Et qu'est-ce que vous me voulez ?» Paul reste muet. Un petit sourire cruel tord maintenant la bouche de Garrett. « Ah oui, bien sûr. Erin a couru se réfugier auprès de vous après s'être enfui d'ici. »« Non, non, » réplique vite Paul. Trop vite. « Elle est chez vous ?»« Non, naturellement, non. »« Allons donc !»« Voilà qui a dû vous faire un drôle de choc, hein, Dickson? La revoir après tant d'années. J'imagine le tableau. Elle croyait m'avoir tué, la garce, n'est-ce pas? Et vous êtes venu vous en assurer. Vous n'êtes pas déçu, j'espère. » Si, songe Paul. Oh, que si. Tout sentiment de soulagement a maintenant disparu. Il regrette à présent que Garrett ne soit pas mort. Il voudrait l'avoir trouvé étendu par terre, le crâne défoncé, sanglant. Naturellement, il n'en dit rien. « Il s'en est fallu de peu qu'elle ait ma peau, la garce. Regardez mon cou. Je vais garder la cicatrice jusqu'à la fin de mes jours. » Écartant la serviette maculée de sang, il révèle aux yeux de Paul une plaie qui lui ouvre le bas de la joue et le côté du cou. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» demande Paul. « Ce que je vais faire? Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. »« Vous n'allez pas appeler la police ?»« La police? Non, Dickson, non. Je vais pas appeler la police. Je me propose de régler ça tout seul, avec Erin, et à ma façon. » Paul sent la colère bouillonner en lui. Ses mains se crispent, deviennent des poings. Celui qu'il voit en face de lui est le véritable Larry Garrett, l'homme dénué de cœur, plein de vanité et de ressentiment, débordant de méchanceté, l'homme qui, en public, se dissimule derrière un visage souriant et débonnaire. Paul l'a percé à jour dès l'instant où il a fait sa connaissance, 3 ans auparavant. Mais, à l'époque, Erin n'a pas voulu l'écouter. Elle n'avait Dieu que pour la puissance que représentait Garrett. Séduite par son charme, elle était incapable de voir ce qui se cachait derrière cette façade. Paul n'a jamais autant haï Larry Garrett qu'en cet instant. « Hé, foutez le camp, Dickson! Débarrassez ma maison de votre présence et n'y remettez jamais plus les pieds! Quant à Erin, si elle n'est pas de retour dans 1 heure, j'appellerai la police. Vous saisissez? » Le tisonnier gît par terre, devant la cheminée. Paul le voit avec son extrémité tachée de sang. Ses paumes deviennent moites, tandis que sa bouche se dessèche et que son cœur bat à grands coups dans sa poitrine. Il n'arrive plus à détacher ses yeux du tisonnier maculé de sang. « Larry !» Ce cri vibrant d'horreur retentit dans le silence glacial de la pièce. Faisant volte-face, Paul découvre Erin dans l'encadrement de la porte-fenêtre, une petite main blanche plaquée sur sa bouche, tandis que ses grands yeux verts expriment une terreur incrédule. Elle a quitté l'appartement trop tôt, devinant peut-être où il avait l'intention d'aller, et elle vient de découvrir en arrivant Garrett dans son fauteuil, Garrett vivant et non mort comme elle l'a cru. Ce dernier braque sur elle un regard mauvais. « Tiens, l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime, seulement je suis toujours vivant, ma belle. Tu as manqué ton coup !» Il se lève et s'avance vers elle en lui présentant la serviette pleine de sang. Il progresse lentement sans la quitter des yeux et elle reste immobile, pétrifiée, comme fascinée à la vue d'un serpent. C'est alors que Paul réagit, comprenant en un éclair ce que Garrett se propose de faire. Il lui rappellera sans cesse qu'elle a failli le tuer en la menaçant des pires châtiments, comme on fouette un chien pour le contraindre à l'obéissance. Paul ne peut permettre que pareille chose arrive, pas plus qu'il ne peut laisser Erin aller en prison. Se ruant en avant, il saisit le tisonnier et se retourne pour faire face à Garrett. Le tisonnier s'abat avec un bruit fracassant et Garrett s'effondre lourdement sur le sol, presque aux pieds d'Erin.
De nouveau, la jeune femme plaque une main sur sa bouche pour s'empêcher de crier. Un instant, le regard de ses yeux verts se pose sur le corps sans vie de son mari, sur ce magma sanglant qui coule du crâne défoncé. Puis, elle a une sorte de recul et court se réfugier de l'autre côté de la pièce. Paul se sent étrangement calme. Il vient de tuer un homme de sang-froid, et il n'en éprouve cependant aucun remords. « Il fallait que je le fasse, » explique-t-il à Erin. « Je l'ai fait pour toi, Erin. Maintenant, tu ne te sentiras plus prisonnière nulle part. » Lâchant le tisonnier, il exécute un demi-tour et se dirige vers le téléphone posé sur le bureau. Au moment de saisir le combiné, il prend une profonde inspiration, puis compose le numéro de la police. Il sait déjà dans sa tête ce qu'il va dire aux enquêteurs. Il ne voit pas le regard qu'a maintenant Erin pour suivre ses gestes. C'est le regard d'une femme qui n'a pas seulement changé au physique. C'est le regard d'une femme qui, tout au long des 3 années vécues près d'un homme brutal et impitoyable, a été contaminée par cette impitoyable brutalité. Il ne l'entend pas soupirer d'aise à l'idée que Larry Garrett est enfin mort. Bien que le coup asséné par elle n'ait pas eu l'effet souhaité, le résultat final n'en sera pas moins celui qu'elle a prémédité. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.